Je m'appelle Grace. J'ai 34 ans, pas d'enfant, jamais marié, et je gagne bien ma vie en tant qu'analyste de système. J'ai un bel appartement à Durham, en Caroline du Nord, une voiture entièrement payée et aucune dette. Ça ressemble à une vie stable, n'est-ce pas? C'est exactement pour ça que ma famille me traite comme leur distributeur automatique personnel. Tout a commencé 2 mois avant Noël. J'ai reçu un texto de mon frère aîné, Denny. Pas de « salut » ou « comment vas-tu » ? Juste « couvre les frais de collège de mon fils ». Dortoir, ordinateur portable, forfait repas, ça revient à environ 15 000 $. J'en ai besoin avant la fin décembre. J'ai ri, puis j'ai réalisé qu'il était sérieux. Denny a toujours été arrogant. Il a mis une fille enceinte à 20 ans, l'a épousée au tribunal et a passé la décennie suivante à naviguer entre les emplois, constamment entre 2 missions, et à emprunter de l'argent qu'il n'a jamais rendu. Son fils Caleb a 18 ans et est honnêtement un bon garçon. Mais Denny, il parasite nos parents depuis des années et a récemment décidé que j'étais sa nouvelle cible. J'ai répondu par texto, hors de question. Pas de réponse, juste le silence pendant 3 jours. Puis j'ai eu vent de quelque chose. Une de mes amies travaille dans la même salle de sport que mon père. Elle l'a entendu discuter avec Denny après leur entraînement. Denny a dit « Ne t'inquiète pas. Après le dîner de Noël, elle paiera. » Elle le fait toujours. Et mon père? Il a hoché la tête et a dit « C'est son rôle. » Son rôle, c'est-à-dire moi, Grace, le portefeuille ambulant, la gentille petite sœur qui doit ça à la famille parce qu'elle a la belle vie. Ils disent que je n'ai ni mari ni enfant, alors à quoi ai-je besoin d'argent? Je n'ai rien dit. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai souri quand ils m'ont invité au dîner de Noël, j'ai dit que j'apporterais le dessert et quelques cadeaux. Ma mère était ravie. J'étais poli. J'ai même aidé la femme de Denny à acheter une robe en ligne pour les fêtes, en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'il préparait. Mais pendant qu'il se préparait à recevoir un chèque généreux après la dinde et le jambon, j'étais en train de changer les règles du jeu. Le 15 décembre, j'ai appelé ma compagnie de carte de crédit et j'ai supprimé mon frère en tant qu'utilisateur autorisé. Il ne savait pas qu'il était sur le point de perdre sa bouée de sauvetage d'urgence pour l'essence et la nourriture. Puis j'ai appelé mon assurance et je l'ai retiré de mon plan automobile. Oui. Cette Toyota Camry d'occasion qu'il conduit depuis des mois, immatriculée à mon nom. Il pensait que j'avais oublié. Pas du tout. Il avait un délai de grâce jusqu'au 1er janvier, mais je savais qu'il ne lirait pas les petits caractères avant qu'il ne soit trop tard. Le 25 décembre est arrivé. Noël. Tout le monde était là. Caleb, mon neveu, est venu me faire un câlin. Pauvre gamin. Il n'en avait aucune idée. Denny était exceptionnellement joyeux. Je savais qu'il comptait déjà l'argent. J'avais même apporté des enveloppes avec moi pour rendre ça plus amusant. Après le dîner, mon père a levé son verre. À la famille, a-t-il dit, à la générosité. Denny s'est adossé à sa chaise. Alors Grace, a-t-il dit, à propos de Caleb. J'ai sorti une enveloppe et je la lui ai tendue. Il l'a ouverte rapidement. Ses yeux ont changé. À l'intérieur, il n'y avait pas de chèque. C'était une note dactylographiée, claire et concise, cette année, je n'offre de cadeaux qu'à ceux qui ne s'y attendent pas. Je reprends aussi ce qui m'appartient. La voiture, la carte, le contrôle. Joyeux Noël. Il a cligné des yeux, puis a ri. C'est quoi ce bordel? Ma mère a demandé ce qui se passait. Denny s'est levé, le visage rouge, la note se froissant dans sa main. Je suis restée assise. Viens. Ton assurance automobile expire dans 6 jours, ai-je dit. Ton accès à la carte est déjà supprimé. Caleb peut toujours aller à l'université. Tu peux te débrouiller comme tous les autres parents. Silence, puis des cris. Des accusations. Ma mère avait l'air choquée. Mon père furieux. Mais je n'ai pas bougé. J'avais plus que ruiné leur petit plan. J'avais réécrit tout le jeu. Le lendemain de Noël, je me suis réveillé avec un téléphone qui vibrait sur ma table de chevet. 15 appels manqués. 7 de ma mère, 4 de Denny. Le reste de cousins à qui je parle à peine, et un de tante Sheila, qui n'appelle généralement que lorsque quelqu'un est à l'hôpital ou enceinte. Ils ont réagi vite. À midi, le groupe de discussion familiale était illuminé comme un feu de joie.
Les messages s'empilaient si vite que je ne pouvais même pas en finir un avant que 3 autres n'apparaissent. Tous me traitant d'égoïste, de cruel, de froide et de quelques autres choses qui n'avaient même pas de sens. Ma mère m'a accusé de traumatiser Caleb. Denny n'arrêtait pas d'écrire des variantes de « tu vas le regretter » et « où tu as dépassé les bornes ». Mon père, silencieux, pas un seul message, ce qui rendait la situation encore pire. Il n'a pas fallu longtemps avant que les choses ne dégénèrent d'une autre manière. Ma cousine Kelly a posté des ordures vagues sur Facebook. Ce sont toujours ceux qui n'ont pas leur propre famille qui essaient de ruiner celle des autres. Tu mourras seule, ma sœur. Elle ne m'a pas tagué, elle n'avait pas besoin de le faire. Puis sont venus les murmures. Je suis allé à mon épicerie locale ce week-end, j'ai croisé June, une femme qui connaît ma mère depuis le début des années 90. Elle s'est penchée comme si elle allait m'annoncer que j'avais gagné à la loterie. Tu vas bien? Après tout ce qui est sorti sur toi et cet homme marié au travail. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quel homme marié? Elle a juste cligné des yeux, puis a marmonné quelque chose et s'est éloignée. Au moment où je suis arrivé au parking, je savais que ma famille ne s'était pas seulement retournée contre moi. Ils avaient lancé une campagne de diffamation. Cette histoire, celle sur moi et un collègue, était complètement inventée. Ce n'est jamais arrivé. Mais dans une famille comme la mienne, la vérité n'a pas d'importance. Le commérage, oui. Et ça ne s'est pas arrêté là. Au cours des jours suivants, des amis ont commencé à me contacter avec des messages maladroits. Et, j'ai entendu des choses. Je voulais juste prendre de tes nouvelles si jamais tu avais besoin de parler. Les gens ont supposé que j'avais fait quelque chose de honteux, que j'avais peut-être craqué, que la famille avait peut-être raison. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement la méchante maintenant. J'étais le bouc émissaire, le sacrifice, le problème. Mais je n'allais pas rester là à laisser faire. Pendant qu'ils continuaient à parler de moi, j'ai commencé à faire des mouvements discrets. J'ai quitté le groupe de discussion. J'ai bloqué Denny. J'ai bloqué nos parents. Puis j'ai sorti la feuille de calcul que je tenais depuis 6 mois. Chaque dollar que j'avais jamais prêté à Denny. Chaque dépense que j'avais couverte pour mes parents sans même un remerciement. Cela totalisait plus de 47 000 $. Et je l'ai imprimé, pas pour la récupérer. Je savais que je ne le ferais jamais. Je voulais juste un rappel, la preuve de pourquoi j'en avais fini. J'ai cessé de répondre aux appels. Je ne me suis pas présenté au dîner de remise des diplômes de Caleb. Et surtout, j'ai commencé à chercher des appartements en dehors de la Caroline du Nord. Discrètement, pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de conversation à ce sujet avec qui que ce soit, pas même mes amis les plus proches. J'ai contacté un agent immobilier à Seattle, j'ai cherché un transfert au sein de mon entreprise. Il y avait un poste vacant dans leur bureau de la côte ouest. Le même emploi, un meilleur salaire, un nouvel état, un nouveau départ. Je planifiais une rupture nette parce que je savais ce qui allait arriver ensuite. Il paniquerait. Il réaliserait que je n'étais pas seulement en colère. J'en avais fini. Mais je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ensuite. Je n'avais parlé de ce possible déménagement qu'à une seule personne, ma collègue Jenna. Elle m'a aidé à trouver des quartiers et était la seule en qui j'avais confiance. Mais quelqu'un d'autre l'a découvert parce que 2 semaines plus tard, ma mère s'est présentée à mon condo sans y être invitée. Elle a frappé comme si de rien n'était. Pas de texto, pas d'avertissement. Elle se tenait juste là, tenant un récipient en plastique de lasagne comme si cela allait me faire oublier ce qu'ils avaient fait. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Et je pouvais déjà dire que quelqu'un avait divulgué mon plan. Les rumeurs avaient changé de camp maintenant. Pas sur ma vie personnelle. Maintenant, ils étaient terrifiés à l'idée que je parte pour de bon. Et avec moi partirait l'argent, la voiture, les trajets gratuits et tous les plans de secours sur lesquels ils avaient jamais compté. Mais ils n'avaient aucune idée de jusqu'où j'étais déjà allé. Je les laissais entrer, non pas parce que je le voulais, mais parce que j'étais curieuse. Curieuse de savoir comment ma mère allait justifier tout ce qu'elle et le reste d'entre eux avaient fait. Les mensonges, les rumeurs, le drame Facebook, l'assassinat total de mon personnage. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé et a agi comme si nous étions juste en train de nous rattraper. 10 minutes de bavardage. Des lasagnes sur la table, souriant comme si nous étions toujours une famille. Puis elle a lâché le morceau. Nous savons que tu déménages. Je n'ai pas bronché,
j'ai juste attendu. Nous voulons juste comprendre pourquoi tu ne réfléchis pas clairement, Grace. Là, j'avais été dégradé d'égoïste à instable. Je n'ai pas répondu, je suis resté là. Puis elle a ajouté comme si elle disait quelque chose de rassurant. Denny dit, tu ne fais que ça parce que tu te sens seule et en colère et peut-être confuse. Confuse? Elle a hoché la tête comme si c'était une sorte d'intervention. Tu n'as pas besoin de déménager à l'autre bout du pays pour te sentir mieux. Tu dois être avec ta famille, là où les gens se soucient de toi. Et puis elle a sorti quelque chose de son sac à main, un morceau de papier plié. C'était un formulaire de procuration. Denny l'avait rédigé. Il lui donnait accès à la gestion de mes comptes financiers en cas de détresse émotionnelle ou de jugement altéré. Il avait écrit que j'avais fait preuve d'un comportement erratique, notamment l'abandon des devoirs familiaux, l'hostilité financière et l'instabilité sociale. Ils essayaient de rendre ça légal, de faire croire que j'avais une sorte de crise pour pouvoir geler mes comptes et m'empêcher de partir. Il essayait de me piéger. Et le pire, c'est que mon père avait déjà signé en tant que témoin. Ils allaient le déposer en janvier si je n'obtenais pas d'aide. Je lui ai dit de partir. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas menacé. Je lui ai juste dit de sortir avant que j'appelle la police. J'ai déchiqueté le formulaire après son départ. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi parce qu'ils n'essayaient plus seulement de m'arrêter. Ils essayaient de prendre le contrôle de moi. Alors, j'ai tout accéléré. Le lendemain matin, j'ai envoyé un courriel à mon travail et j'ai confirmé mon transfert à Seattle. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire, j'ai payé 3 mois d'avance pour rompre le bail, j'ai engagé des déménageurs. J'ai même pris des dispositions pour faire expédier ma voiture à l'autre bout du pays au lieu de la conduire. J'en avais fini de jouer la sécurité. Mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Ce vendredi-là, je suis rentré du travail et j'ai vu une voiture que je ne reconnaissais pas garée près de mon condo. Pareil le lendemain, plaque d'immatriculation différente, même modèle. Puis, 2 jours avant l'arrivée prévue des déménageurs, quelqu'un a essayé d'entrer dans mon immeuble en utilisant mon nom. La réceptionniste leur a dit non, mais le type avait dit qu'il était mon frère. Denny n'abandonnait pas. J'ai déposé une ordonnance restrictive le lendemain. Mon avocat a dit qu'elle pourrait ne pas tenir, mais c'était un début. Et j'ai fait un dernier geste. J'ai programmé mon vol de départ 3 jours plus tôt que ce que j'avais dit à qui que ce soit. Les déménageurs termineraient le travail sans que je sois là. J'avais déjà emballé ce dont j'avais besoin dans 2 valises. Et quand j'ai atterri à Seattle à 6h40 du matin, j'ai allumé mon téléphone et j'ai vu 48 nouveaux messages. Certains suppliants, certains menaçants, certains disant juste « reviens ». Mais il était trop tard. J'étais parti. Ou du moins, c'est ce que je croyais. La première semaine à Seattle a été surréaliste. J'ai loué un appartement d'une chambre dans un quartier calme juste à l'extérieur de la ville. Des ciels gris, des rues inconnues, l'odeur de la pluie sur le béton. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je me réveillais sans aucune obligation liée à ma famille. Pas de ping de groupe de discussion. Pas de texto où peux-tu m'envoyer rapidement $200, pas d'appel soudain culpabilisant, juste le silence. C'était bien jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Une semaine après mon emménagement, j'ai reçu une lettre. Pas un courriel, une lettre physique réexpédiée de mon ancienne adresse. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier. Pas d'adresse de retour, juste un message imprimé, Seattle ne réparera pas ce qui ne va pas chez toi. Tu reviendras. Tu le fais toujours. Je l'ai regardée pendant un moment. Elle n'était pas signée, mais je n'avais pas besoin d'une signature. Denny. Je l'ai jetée, mais la sensation est restée. Cette chose où tu sais que quelqu'un te regarde, même si tu ne peux pas le prouver. Je suis devenu paranoïaque, j'ai commencé à revérifier mes serrures. J'ai même installé une caméra près de ma porte d'entrée. Rien n'est apparu pendant des jours, alors j'ai essayé de me secouer. Peut-être qu'il voulait juste me déstabiliser. Je me suis concentré sur le travail. Mon équipe m'a accueilli rapidement. J'ai finalement tout raconté à Jenna. La lettre, la cascade de la procuration, les fausses rumeurs. Elle m'a dit que j'aurais dû les couper il y a des années. Les choses se stabilisaient enfin jusqu'à ce que je reçoive un appel des RH. Quelqu'un avait soumis un rapport anonyme à la ligne d'assistance téléphonique de l'éthique de mon entreprise. Ils affirmaient que j'avais menti sur mes documents de transfert d'emploi,
qu'il disait que je quittais le bureau de Caroline du Nord parce que j'avais été prise dans une relation avec un directeur marié, que j'avais causé un environnement hostile et que j'avais fui avant une enquête interne. C'était une copie de la rumeur exacte que ma famille avait répandue, maintenant reconditionnée en tant que préoccupation des RH. Il n'avait aucune preuve, bien sûr, parce que rien de tout cela n'était vrai. Mais les RH ont quand même dû enquêter. J'ai dû assister à des entretiens, tout expliquer à nouveau, remâcher mon déménagement, ma vie personnelle, mes raisons de déménager. Cela a duré 2 semaines. 2 semaines à être assise à mon bureau, à me demander si je venais de tout risquer pour déménager à l'autre bout du pays, pour que tout me soit retiré à cause d'un membre de la famille vengeur. Mais l'enquête s'est terminée discrètement. Aucune preuve, aucun problème, juste une note des RH disant que j'étais hors de cause. Pourtant, quelque chose avait changé. J'ai commencé à avoir des maux de tête. Je ne pouvais plus me concentrer comme avant. Chaque fois que je recevais un courriel tard le soir, mon estomac se nouait. Puis, un soir, j'ai reçu une autre lettre. Celle-ci était manuscrite, une écriture bâclée, plusieurs pages. Elle venait de mon père. Il disait que la famille avait décidé que je n'étais plus la bienvenue, que j'avais brisé leur confiance, que j'avais abandonné Caleb au moment où il avait le plus besoin de moi, que j'avais embarrassé la famille avec mon comportement instable. Et le pire de tout, il rompait officiellement les liens avec moi. Les mots étaient laids, mais ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il a terminé en disant « Ne reviens pas. Tu n'es plus l'un des nôtres. » C'était tout. Je me suis assise dans ma cuisine et je l'ai relu encore et encore jusqu'à ce que l'encre devienne floue. Mon propre père m'avait rayé de sa vie comme un abonnement annulé. Mais quelque chose dans ce moment a brisé la peur en moi. Il m'avait abattu, mais ce faisant, il m'avait enfin libéré. J'ai commencé une thérapie, j'ai supprimé toute trace d'eux de mon téléphone. J'ai arrêté de vérifier les lettres. J'ai commencé à faire de la randonnée, à faire de longues promenades au bord du détroit, à rencontrer de nouvelles personnes, et lentement, le silence a cessé de ressembler à une menace. Il a commencé à ressembler à la paix. Jusqu'à 6 mois plus tard, j'ai reçu un message. Pas de déni, pas de mes parents, de Caleb, une seule ligne. Ils veulent te voir juste quelques jours. Ils ont dit qu'ils étaient désolés. J'ai regardé le message de Caleb pendant longtemps. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis la nuit où tout a explosé à Noël. Et contrairement au reste d'entre eux, je n'ai jamais gardé de rancune contre lui. C'était un enfant pris entre un père manipulateur et une famille qui traitait la culpabilité comme une monnaie d'échange. Son message était court, simple. Ils veulent te voir juste quelques jours. Ils ont dit qu'ils étaient désolés. Au début, je n'ai pas répondu, mais j'y ai pensé tous les jours pendant une semaine. Puis j'ai finalement demandé, est-ce vraiment de toi ou est-ce que quelqu'un te dit de dire ça? Il a répondu presque instantanément. C'est de moi, je te le promets. Ils m'ont dit de te contacter parce qu'ils ne pensent pas que tu leur répondras. Mais je ne l'aurais pas envoyé si je ne le pensais pas. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et je l'ai fait pendant 2 semaines. Finalement, j'ai réservé un voyage de 3 jours en Caroline du Nord. Pas pour eux, pour Caleb. Je n'ai dit à personne d'autre que je venais. J'ai pris un vol tardif, j'ai pris une chambre d'hôtel près du centre-ville et j'ai rencontré Caleb pour un café le lendemain matin. Il avait l'air plus vieux, fatigué peut-être, mais réel, sincère. Il ne m'a pas poussé à aller voir les autres, il a juste parlé de l'université, de se sentir pris au milieu, de regretter la version de la famille à laquelle nous avions tous les deux cru. Finalement, j'ai demandé ce qui les avait fait changer d'avis. Il a hésité, puis a dit, ils n'ont pas changé d'avis. Ils veulent juste récupérer l'argent. Mais je pense que tu devrais quand même venir. Si ce n'est pas pour eux, alors pour dire ce que tu veux vraiment dire. C'était la réponse la plus honnête que j'aurais pu espérer. Alors, le lendemain, je me suis présenté à la maison de mes parents. Je n'ai même pas frappé. Je suis entré comme je le faisais avant, quand je pensais que j'avais ma place là-bas. Ils étaient tous assis dans le salon. Mon père, ma mère, Denny, même sa femme, qui reste habituellement en dehors du bazar. Caleb se tenait près du couloir, les bras croisés. Personne n'a rien dit au début. Puis, Denny s'est levé comme s'il animait une réunion. Merci d'être venu. J'ai attendu. Mon père a pris la parole ensuite. Nous avons eu le temps de réfléchir. Les choses ont dégénéré. Ma mère a ajouté, les familles se disputent, mais nous pouvons arranger ça.
Je n'ai pas dit un mot. Puis, Denis m'a tendu un dossier. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait un document intitulé « Accord de contribution familiale volontaire ». Il énonçait les conditions, les montants spécifiques d'argent que je verserais chaque année pour l'éducation de Caleb, les urgences familiales et le soutien général du ménage. Un minimum de 22 000 $ par an. Je les ai regardés un par un. Ils étaient sérieux. Mon père a en fait dit, c'est comme ça qu'on avance. C'est un geste de bonne foi. C'est là que j'ai réalisé que tout cela n'avait jamais été une question d'excuses. Il m'avait fait revenir pour rétablir le pipeline, l'argent, la commodité. Il pensait que j'étais adouci par la distance, par le temps, par le silence. Je me suis levé, je n'ai pas crié, je n'ai pas déchiré le papier, je n'ai même pas souri. J'ai juste regardé Caleb. Tu savais que ça allait arriver? Il a secoué la tête. Je te jure que je ne le savais pas. Je suis sorti, je suis retourné à l'hôtel, j'ai réservé un vol plus tôt. À 5h40 du matin le lendemain, j'étais de retour à l'aéroport. Mais juste au moment où j'embarquais, j'ai reçu un dernier texto de Denis. Content de t'avoir vu. Ne t'inquiète pas, je vais raconter à tout le monde ce qui s'est vraiment passé entre toi et ce vice-président à Seattle. Je parie qu'ils aimeraient l'entendre. Je l'ai bloqué. Je n'ai pas pleuré dans l'avion. Je n'ai rien ressenti vraiment jusqu'à ce que j'atterrisse. C'est là que j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon service de documents juridiques et j'ai téléchargé toutes les preuves que j'avais. La fausse procuration, les textos, la fausse plainte au RH, la lettre de mon père me rabaissant, le nouvel accord de contribution, et je les ai tous transmis à mon avocat avec une seule phrase, je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec eux. La première mise à jour, 6 mois se sont écoulés. À ce moment-là, ma vie à Seattle avait finalement commencé à ressembler à la mienne. Je m'étais fait de vrais amis. Je faisais de la randonnée tous les week-ends. J'allais à des dîners où personne ne me demandait de leur envoyer de l'argent sur Venmo après coup ou ne me laissait entendre que j'avais besoin d'un coup de pouce. Juste un peu d'aide jusqu'à vendredi. Mon travail s'est amélioré aussi. J'ai été promu. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un avec prudence et je lui ai tout dit dès le début. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de devoir cacher qui j'étais ou d'où je venais. Ma famille. Je n'avais rien entendu jusqu'à la fin août. J'ai reçu un courriel d'une adresse que je n'ai pas reconnue au début, mais c'était Caleb. C'était long. Pas de manipulation, pas de culpabilité, juste des mots honnêtes. Il a dit que les choses avaient changé depuis mon départ. Que Denis avait été obligé de trouver un emploi à temps plein après l'arrêt de mon soutien financier. Que ma mère était tombée malade quelques mois plus tôt. Rien de grave, mais suffisamment pour ébranler les fondations qu'il pensait seraient toujours là. Et puis il a écrit ceci, je pense qu'ils sont prêts à admettre qu'ils t'ont traité horriblement. Ils m'ont demandé de te contacter. Ils veulent que tu reviennes juste quelques jours, pas pour arranger quoi que ce soit, juste pour dire qu'ils sont désolés. J'ai regardé ce courriel comme s'il était dans une autre langue. Ils ne s'excusaient jamais. Ce n'était pas qui ils étaient. Les excuses signifiaient admettre que vous aviez tort et mes parents n'avaient jamais fait ça une seule fois dans leur vie. Je n'ai pas répondu tout de suite. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite cette fois de ma mère. Elle disait qu'elle était désolée d'avoir laissé Denis me traiter comme une banque. Elle disait qu'elle avait cru les rumeurs parce que c'était plus facile que d'affronter ce qu'ils avaient fait. Et à la fin, elle a dit, tu étais la plus forte, Grace. C'est pour ça que nous t'avons utilisé. Je déteste qu'il ait fallu te perdre pour le voir. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti en colère, je me suis senti fatigué, mais quelque chose en moi voulait y aller. Pas pour une conclusion, pas même par curiosité, juste pour voir s'ils avaient vraiment changé ou si ce n'était qu'une autre ruse déguisée en nouveaux mots. Alors, j'y suis allé. 2 semaines plus tard, j'ai repris l'avion. Personne ne m'attendait à l'aéroport. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent. J'ai séjourné au même hôtel, je ne leur ai pas dit mon numéro de chambre. Quand je me suis présenté à la maison, Caleb a ouvert la porte. Il n'a pas souri ni ne m'a serré dans ses bras, il a juste hoché la tête et s'est écarté. À l'intérieur, c'était différent. Pas plus propre, pas plus calme, juste plus lourd. Comme si l'endroit portait le poids de tout ce qu'ils avaient fait. Denis est entré dans la pièce et n'a rien dit pendant 1 minute entière. Puis il m'a regardé et a dit, tu avais raison sur tout.
C'était tout. Pas d'excuses, pas de qualificatifs. Ma mère est sortie de la cuisine. Elle avait l'air plus vieille, plus petite, comme si la version d'elle dont je me souvenais avait été vidée et remplacée par quelqu'un qui avait enfin cessé de prétendre qu'elle avait tout sous contrôle. Et mon père, il n'a pas dit grand-chose. Mais avant que je ne parte ce jour-là, il m'a tiré à part et m'a dit une chose. Tu ne nous dois rien, mais nous te devons la vérité. Je suis désolé. Je suis resté 3 jours. Personne n'a demandé d'argent. Personne ne m'a tendu de contrat. Il n'y a pas eu de discussion sur le passé à moins que je ne l'ai soulevé. Ce n'était pas chaleureux. Ce n'était pas confortable, mais c'était réel. Le dernier soir avant que je ne parte, Caleb m'a accompagné à la voiture. Il a dit, « J'espère que tu reviendras, mais même si tu ne le fais pas, je suis content que tu sois venu cette fois. » Je suis rentré à l'hôtel en silence. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis Noël. Pas de tristesse ou de soulagement, juste de la libération. Parce que j'ai réalisé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je n'avais pas besoin qu'il soit différent. J'avais juste besoin de savoir que je n'étais pas folle de m'en aller. Maintenant, je vis toujours à Seattle et je garde toujours mes distances. Mais le pouvoir qu'ils avaient sur moi, disparut. Et pour la première fois de ma vie, je ne suis plus celle qui court après la paix.